Welcome to Canada's podcast. Bonjour! Donc, ici Sylvie Bougie pour le Canada's Podcast, donc un réseau d'entrepreneurs qui parlons aux entrepreneurs. Je suis vraiment contente parce que je suis de retour. J'ai pris une pause en fait de 6 mois parce qu'on est, vous le savez, Québec 2022 égale pénurie de main-d'œuvre. J'étais vraiment occupée au bureau. Moi, j'ai un cabinet d'avocats, Vigie Services Juridiques. On était dans le rush total, donc j'ai dû prendre une pause du micro, mais me revoilà. On a reformé une équipe au bureau. Je suis prête. Et là, donc, vraiment enchantée d'être de retour. Et là, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, vous voyez que j'ai un compagnon, j'ai un co-animateur ici. Donc, Eddie, mon chien, qui est ici. Pourquoi il est là? En fait, c'est parce que c'est grâce à lui, Eddie, que j'ai rencontré Christophe Corré, qui est mon invité aujourd'hui. Donc, Eddie, dis salut à Christophe. OK. Bon, voilà. Eddie, tu peux t'en aller. Donc, Christophe Corré est propriétaire de Service Horus. Donc, un coach pour humains en comportement canin. Donc, tu es un peu mon coach, finalement. Donc, merci, Christophe, d'être là. Comment ça va? Merci à toi de l'invitation. Vraiment, merci 1000 fois. Bon, on s'est connus, donc j'utilise tes services. Comme on dit, moi, j'ai jamais eu de chien dans ma vie. J'ai peur des chiens, en fait. Je dis que j'ai encore peur des chiens. J'ai toujours eu peur des chiens. Donc, je pensais jamais en avoir un jour. Fait que j'ai pas été élevée dans un climat, familial avec plein de chiens. Je connaissais rien à ça. Donc, je pense que c'était un must de t'avoir avec moi pour m'aider, là, dans le fond, dans cet apprentissage. Donc, voilà. Et à force de discuter ensemble, je trouvais ta façon de voir la vie super intéressante et je voulais que tu la partages avec ceux qui nous écoutent et regardent. Voilà. C'est super. Merci vraiment. Merci vraiment de l'invitation. Puis, je suis vraiment content en plus de contribuer à ton retour derrière le micro, par exemple. Exact. Je sais qu'on va avoir du fun. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, en fait, et moi qui veux en savoir plus, ton parcours, parce que on l'a sûrement entendu, tu as un accent quand même. On se doute que tu viens pas du lac Saint-Jean. Donc, tu es français d'origine. Donc, exact. Peux-tu nous parler un peu de ta vie en France, donc ton avant Québec, dans le fond, et qu'est-ce qui t'a amené à venir ici au Québec? Écoute, effectivement, je viens pas du tout du lac Saint-Jean ni de la Gaspésie, mais vous allez sentir parfois dans mon accent que j'ai des petites vibrations qui sont comme en plein milieu de l'Atlantique, ni vraiment française, ni vraiment québécoise, un peu entre les deux, par exemple. Fait que oui, je suis né en France. On choisit pas là où on est. Hein. Si j'avais eu le choix, probablement que j'aurais choisi de naître au Québec, mais c'est pas ça. En même temps, le parcours d'avoir vécu en France et de connaître le Québec après me permet de sublimer encore plus mon expérience d'immigré, puisque je suis un immigré québécois. Et cette expérience que j'ai eue en France d'abord, ma patrie d'origine, c'est orienté principalement, non pas dans le secteur dans lequel on est en train de parler présentement, mais dans le secteur du management et du commerce. C'est ça ma formation d'origine. Moi, je suis plus quelqu'un qui a appris à travailler non pas avec le comportement canin, mais avec le comportement humain, justement. Ça a été ça ma première formation. Donc, j'ai développé en un sens des habiletés en tout ce qui est lié à la gestion du changement, donc l'accompagnement des gens, en fait, dans les différentes transformations organisationnelles qu'ils peuvent vivre dans les entreprises, dans les organismes, dans les organisations, les ministères et autres. Et c'est ça qui, en final, m'a fait travailler sur ma sensibilité sur comment aujourd'hui, moi, en tant qu'humain, je vais devoir changer certaines façons de faire, même si c'est pas moi qui ai décidé justement ces changements-là, encore pire quand c'est moi qui les subis. Et quand on décide justement d'adopter un chien, c'est pareil, là. C'est pas parce qu'on a décidé d'adopter un chien que les changements qui viennent avec ça, là, on est toujours prêt aussi à les calquer. C'est pour ça que j'ai trouvé que le fit était pas mal. C'est à partir de 2010 à peu près que je me suis dit, bon, la France, c'est sympa, j'ai appris beaucoup de choses, mais en même temps, je trouve qu'elle stagne beaucoup à un certain niveau. En plus, ça ne fit plus vraiment avec la façon avec laquelle je suis en train d'évoluer. Je veux vraiment vivre quelque chose de différent. Puis comme on dit, hein, quand tu es plus à l'aise dans ton pays, tu as deux façons de le gérer. Soit tu chiales en permanence, soit tu décides de le quitter tout simplement. Puis c'est ce que j'ai décidé de faire. Et c'était avec mon conjoint, parce qu'on est parti à deux en finale. Hein. Je vis avec mon conjoint depuis presque 20 ans maintenant. Wow. Et on a décidé, on a décidé de s'en venir tous les deux. C'est donc un projet de couple. Et on est venu au Québec. Et le Québec, en fait, m'a permis d'arriver directement avec un permis de travail parce que c'est une entreprise en technologie de l'information qui a identifié des compétences qu'elle recherchait en matière de
conseiller en gestion de changement qui a fait que je suis venu finalement au Québec. OK. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. OK, pour travailler là-dedans, c'est ça, dans le même domaine, le conseil en gestion, développement organisationnel. OK. Mais, et le Québec, tu as choisi le Québec parce que au niveau de la langue, au niveau, tu avais fait des. Qu'est-ce qui a amené ton choix vers le Québec? Ben, pas que. En fait, on avait eu l'occasion avec mon chum de s'en venir au Québec quelques mois auparavant pour pouvoir justement évaluer un petit peu comment l'état d'esprit. On était à Montréal, par exemple. On n'était pas à Québec. Ah! Puis, ouais, c'est pas pareil. Hein. Tu sais, quand tu arrives à Montréal, c'est la grande ville, là. C'est la grande ville. Ouais. Fait que, on a beaucoup aimé, mais quand on s'est retrouvé à se prendre 2-3 jours pour aller en Gaspésie, puis pousser plus loin, puis se dire, tiens, on va aller jusqu'à Québec, on va découvrir la capitale nationale. Il pleuvait. C'était un temps insupportable. On était sur les marches de l'Assemblée nationale. Puis là, on s'est posés tous les deux. Puis même s'il a plu pendant les 2 jours, on était à Québec, on s'est regardé, puis on s'est dit, OK, chiche, on dit, vas-tu au Québec, là? Mais par contre, si on va au Québec, c'est pas à Montréal qu'on débarque. Hein. C'est à Québec pour vrai, là. Parce qu'on a trouvé la ville de Québec plus à taille humaine. Et surtout, les échanges qu'on a fait, les rencontres qu'on a faites avec les Québécois pendant ce séjour-là, parce qu'en fait, on avait changé nos maisons avec des Québécois. Il y a des Québécois qui vivaient chez nous pendant que nous, on vivait chez eux. Fait qu'ils nous ont ouvert les portes de l'ensemble de leur famille, de leurs amis, ce qui fait on n'est pas arrivé en finale en connaissant personne. On a vécu à la québécoise vraiment pendant notre séjour. Okay. Et c'est là qu'on s'est dit, même on dit, c'est là que ça nous prend, c'est là qu'il faut qu'on vive, c'est extraordinaire. On n'a pas poussé à aller visiter tous les pays de la Terre entière pour dire, il y en a-tu un qui fitterait encore plus avec nous? Mais veut pas, ben, on est tombé en amour avec le Québec. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Puis, ben, on a mis les démarches après pour s'en venir. OK, quand même. Là, c'est pas pire, au moins, il pleuvait, il faisait pas moins 40, gros. Non. Bon. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, hein. Ça, c'est ce qu'on nous dit quand on arrive au Québec. On dit, ça fait combien de temps que tu es là? On dit, ben, si ça fait moins d'1 an, on dit, OK, tu n'as pas vécu ton premier hiver encore. Puis là, on nous dit, bon, écoute, on te laisse un petit 3 ans. Là. Quand tu auras vécu tes 3 premiers hivers, là, puis que tu seras en train de pelleter les 3 années de suite, là, peut-être que la 4e, tu décideras de ne pas devenir le maudit français, puis tu feras demi-tour et tu retourneras en France. Ben, pas de bol, on a tiré un maudit français en tirant notre coupe parce qu'on est tous les deux restés, puis on n'a pas l'intention de repartir, par exemple. C'est parfait. OK. Fait que là, t'es arrivé au Québec, bon, dans le même domaine, permis de travail. Est-ce que tu as en tête à ce moment-là d'un jour partir à ton compte? Pas en tout. Sincèrement, l'entrepreneuriat, c'est pas nécessairement quelque chose qui me tente à ce moment-là. L'aventure de changement de vie, de changement de pays, c'était déjà pour nous une belle aventure. Fait que non, j'étais pas dans cette optique-là, j'étais vraiment dans l'optique de vivre cette nouvelle aventure, d'expatrier, puis de travailler pour une entreprise et de me laisser guider dans l'insertion de cette nouvelle vie. Donc non, c'était pas quelque chose qui me collait, mais le Québec l'a réveillé plus ou moins en moi parce qu'ici, contrairement en France, on te donne plus le goût de vouloir entreprendre, on te donne plus le goût. Tu vois, ça, c'est par exemple quelque chose que je recherchais aussi par rapport à la France, c'est qu'à la France, en France, dès que tu penses à l'entrepreneuriat, tu te présentes à un greffe d'un tribunal de commerce ou quoi que ce soit, là, puis tu demandes ne serait-ce que les formalités à suivre pour pouvoir ouvrir ton entreprise. Tu as l'impression déjà que ça te prend un bac+5 juste pour savoir remplir leur formulaire et te dire. Donc, ils n'encouragent pas nécessairement l'entrepreneuriat. Je sais qu'il y a des choses qui changent avec ce qu'on a vécu ces dernières années, mais veut pas, c'est pas inné chez eux. Hein. Et en arrivant ici, c'est comme si, je ne vais pas dire que tout était possible, mais c'est comme si les choses te paraissaient plus évidentes quand tu veux entreprendre. Ben quoi? Ben oui, si tu as le goût de faire ça, pourquoi tu ne le ferais pas d'abord? Et tout ça, ça a germé tout au long de ma carrière en tant qu'employé, parce qu'en travaillant avec des entrepreneurs, pour des entreprises, avec des leaders inspirants qui m'ont montré par où ils sont passés, qu'est-ce qu'ils ont fait, les questionnements qu'ils ont eus. Ouais. À un moment donné, ça a germé dans ma tête et puis forcément, ça s'est inconsciemment immiscé dans mes réflexions. Puis c'est comme si ça avait sorti après comme une petite mauvaise herbe là, qui est en train de sortir au milieu de la route et puis d'un seul coup, elle prend toute la place et tu te dis, ben, fuck la route, laisse pousser la mauvaise herbe, ça va te faire une super forêt finalement. Oui. C'est quoi, y a-t-il un élément déclencheur qui a fait que justement tu as pris finalement cette voie-là de te lancer en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'étais toujours employé, j'ai adopté mon premier chien en 2015. Puis, en adoptant mon premier chien, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui travaillent dans le domaine du secteur canin, donc des personnes qui vendent du matériel pour les chiens. Et là, un jour, ils m'ont demandé, est-ce que ça t'intéresserait d'accueillir des chiens? Parce qu'on sait que tu as une cour clôturée, on sait que tu aimes les chiens, on sait que est-ce que ça t'intéresserait d'accueillir des chiens pendant que des gens partent en vacances? Ben, moi, j'ai dit non. J'ai fait une cour clôturée pour mon chien. Hein. C'est juste pour moi. Non.
Ça ne m'intéresse pas. OK. Et j'ai des amis français qui sont venus avec leurs chiens, qui ont décidé de partir en France pendant 15 jours, puis qui nous ont demandé si on pouvait garder leur chien. Donc, eux, je leur ai pas dit non. Je leur ai dit, oui, je vous connais. Bien sûr, je vais garder votre chien. J'ai vu l'impact que ça a eu sur mon chien. J'ai vu l'interaction que ça a créé. J'ai dit, waouh, hey, Maudit, il a pu se socialiser, il a pu développer des choses que probablement il n'aurait jamais faites si je l'avais laissé tout seul dans sa maison, finalement. Fait que je suis retourné voir ce magasin là qui est au lac Beauport d'ailleurs. Puis je suis retourné les voir, puis je suis allé leur dire, écoute, ta proposition, OK, on ne parle pas à la terre entière, là, mais éventuellement, si tu as des clients qui cherchent une pension, OK, j'en prendrai quelques-uns. Okay. Et ça, en 3 ans, ça a été pour moi l'occasion d'accueillir près de 300 chiens en même temps. Fait que, enfin, pas en même temps, mais. Imagine 300 chiens. Tes voisins t'aiment beaucoup. Dans ma chanceux. Hey, my God. Mais j'en avais quand même une dizaine quand même à chaque fois en permanence, en roulement. En fait, il y avait quand même, de quoi. Puis là, je me suis dit, mais Maudit, mais c'est une activité de laquelle je pourrais vivre. Et puis en plus, c'est quelque chose qui me plaît à faire parce que je me levais à 5 heures du matin pour aller dans le bois avec mes chiens parce que j'avais encore mon travail à ce moment-là. C'est-à-dire que c'était vraiment une activité parallèle. Okay. Donc, je me levais à 5 heures du matin, je me couchais à minuit, 1 heure, une fois que j'avais fini de m'occuper des chiens, puis j'avais ma journée de travail au milieu. Je me suis dit, mais ça pourrait être, pourquoi pas, quelque chose à entrevoir. Puis on a décidé de se lancer dans cette aventure-là avec mon chum. Il s'est passé plein d'aventures dont je ne ferai pas le détail là parce que ça n'a pas d'intérêt, qui a fait que malheureusement, ça s'est mis entre parenthèses. J'ai continué mon travail dans le secteur de la consultation. Puis à un moment donné, je me suis dit, non, Christophe, c'est pas vrai. Là, ce que tu viens de vivre là, dans le secteur canin, c'est venu te chercher. Tu n'avais même pas l'impression de travailler quand tu t'en occupais. Et pourtant, c'était de l'ouvrage. Essaye de réfléchir à comment tu pourrais éventuellement bâtir ton idéal de vie à toi, puisque de toute manière, il n'y a aucune entreprise qui va te l'offrir présentement comme tu veux fonctionner. Ouais. Et c'est là qu'effectivement, tout s'est racolé, c'est-à-dire toute la manière avec laquelle je voyais les gens évoluer, l'ouverture sur l'entrepreneuriat, les possibilités, les opportunités et mon opportunité justement de me positionner, de me dire, OK, c'est le moment peut-être de lancer ton affaire, Christophe, finalement. Puis c'est ça qui a fait que je suis parti à réfléchir à qu'est-ce que j'allais vraiment construire pour vrai, là, en vrai, en tant qu'entrepreneur, par exemple. Et là, tu disais que tu avais eu ton premier chien en 2015, 2015, ouais. 2015. Mais avant ça, avais-tu déjà eu des chiens en France ou vraiment pas? Écoute, j'en ai eu en tant que famille, en tant qu'enfant de famille, là, on en a eu des chiens de famille. Moi, en France, personnellement, j'en ai accueilli un juste avant de partir en France, un qui est venu s'échouer devant chez nous. Okay. Il est venu s'échouer devant chez nous. Un matin, mon chum a ouvert les fenêtres et puis un espèce de berger allemand croisé beauceron qui était sur les 2 pattes avant à côté, puis maigre, dans un état délabrement le plus total, complètement amaigri. On a décidé de le récupérer. On s'est un temps occupé. On ne savait pas comment il s'appelait. En fait, on lui a donné le nom de Black parce qu'il était noir. C'est très original. Hein? Fait qu'on a dit, on va l'appeler Black. Puis, forcément, il ne répondait pas à Black. Parce qu'en allant chez le vétérinaire, on a découvert qu'il avait une puce. Puis, on s'est rendu compte qu'il s'appelait… Horus. Oui. Pour vrai? Ah, c'est bien cool. Okay. Oui. Qui s'appelait Horus. C'était son vrai nom. Donc, effectivement, quand on a commencé à dire Horus assis, Horus couché, Horus reste, on avait beaucoup plus de collaboration, mais il percutait que c'était à lui que ça fonctionnait. Et en s'en venant au Québec, on l'a placé dans une famille. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. On l'a placé dans une famille, on ne l'a pas amené avec nous autres. OK. Question, là, il y avait une puce, tu savais son nom, il n'y avait pas un propriétaire. Le propriétaire, il ne voulait plus. On a appelé le propriétaire. Le propriétaire nous a dit « Ah bon, mais non, pourtant, non. » Il ne pouvait pas extraire la puce. Hein. Ce n'est pas comme un collier ou de quoi que ce soit. Il ne pouvait pas extraire la puce. Et finalement, on a rappelé le propriétaire, puis il n'a plus jamais décroché. Et finalement, écoute, c'était juste une manière pour lui de se débarrasser, à mon avis, du chien. Il n'était pas dans la région. Nous, on était en Vendée, en fait, parce qu'on a fait un peu le tour de la France avant de s'en venir. J'ai fait Paris, Marseille, Bordeaux, Pau. Enfin, j'ai fait un peu le tour de la France avant de débarquer. Puis, on finissait notre séjour français dans le secteur de La Rochelle, dans le secteur de la Vendée. Puis, c'est en Vendée qu'on l'a trouvé, ce chien-là, en fait, son maître, enfin, l'humain dont il était responsable, trouvé dans la région bordelaise. Donc, imagine… qu'il a fait une trail de près de 150 à 200 km avant de s'échouer dans les marais. Ouais. Oh my God! Fait que, écoute, ça a été notre sauvetage. Et puis, on l'a replacé dans une famille, dans une très, très bonne famille, qui s'en est occupée quand on est parti. On a eu des nouvelles de lui pendant un certain temps après notre arrivée. Puis après, les choses ont fait que, voilà, il a suivi son chemin, on a suivi le nôtre. Et puis voilà. Mais non, ce n'était pas des grandes expériences en matière de
j'ai pas eu 50 000 chiens dans ma vie. Par contre, tout petit, j'adorais les chevaux et je voulais être vétérinaire comme de nombreux enfants qui veulent être pompiers, vétérinaires, astronautes ou je sais pas quoi. Là, c'est toujours les mêmes types de professions qui sortent. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je voulais être vétérinaire quand j'étais plus jeune, mais pas assez de courage ou assez de choses là-dedans pour être capable d'aller jusqu'au bout du process. Je comprends. Tu es quelqu'un qui a l'air d'être quand même justement très connecté à tes ressentis, hein? Parce que tu dis, j'ai ressenti que j'étais plus bien en France, j'ai ressenti que j'aimais le Québec, j'ai ressenti que la pension des chiens, c'était une bonne voie. As-tu toujours été quelqu'un de très connecté à tes émotions ou tu as développé ça aussi par les années en vieillissant? C'est marrant ce que tu es en train de dire parce que tu es en train de me le faire réaliser là présentement que que mes choix sont pas. Ben voilà, c'était la question à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Fait que forcément, je ne sais pas comment y répondre, si ce n'est que tu as absolument raison dans l'observation. C'est vrai que je me suis fait plutôt confiance dans ce que je voulais faire. C'est sûr que moi, ce qui va plutôt driver mes choix, c'est pas nécessairement la peur de ce qui va se passer, c'est plus de l'opportunité de ce qu'il va y avoir à faire finalement. Et puis, ce qui va se passer après, derrière, ben écoute, on le gérera au cas par cas. Anyway, de toute manière, quoi qu'on va faire. Moi, je suis de l'école de ceux qui veulent plutôt avoir des regrets que des remords. Non, pardon, des remords que des regrets. C'est-à-dire que je veux m'assurer de faire tout, pas d'avoir le regret de ne pas l'avoir fait, d'avoir le remords de l'avoir fait, de m'être planté à la rigueur, mais au moins j'ai la réponse à ma question. Est-ce que j'aurais dû le faire? Est-ce que j'aurais pas dû le faire? On vit qu'une fois, là, puis on peut t'enlever ce cadeau, ce cadeau qu'est la vie n'importe quand. Fait que c'est sûr que j'ai tendance à vouloir essayer d'optimiser toujours les opportunités. Puis, ouais, c'est vrai, tu as raison, j'en ai fait beaucoup qu'à ma tête finalement. Puis j'ai une de mes gestionnaires un jour qui m'a dit, toi, de toute manière, Christophe, tu es un électron libre, toi, tu veux juste faire ce qui te plaît dans la vie. Et je pense que cette personne-là avec qui on s'est retrouvé en conflit m'a peut-être poussé à prendre conscience à certaines choses. Mais là, tu viens quand même de me mettre le doigt sur le fait que oui, même déjà en France, j'avais une partie de mes choix qui était dictée par juste mon impression à moi-même, en tout cas à ce que moi je ressentais, pas nécessairement au conseil que les gens me disaient « Ouh, tu devrais faire attention, là, c'est peut-être et là, peut-être risqué ce que tu es en train de faire. Là. » Mais ma voiture, tout. Juste de prendre la décision, comme tu dis, de changer de pays, d'émigrer ailleurs, déjà, c'est un geste quand même un peu entrepreneurial, si on veut. C'est d'écouter un ressenti, prendre action. C'est beaucoup ça, un entrepreneur. Là. Fait que tu l'avais, la fibre, déjà avec cet acte-là, selon moi. Exact. Puis on était deux, ce qui était facile. Là, je t'avouerais que justement, ce qui était parfois un peu plus compliqué dans le choix que j'ai fait là, puis je le ressens, puis j'essaie de trouver des parades pour pouvoir passer au travers, c'est que je suis travailleur autonome. Fait que parfois, justement, je me sens un peu seul dans ma petite bulle. Là, tu sais, j'ai pris les services d'une adjointe virtuelle qui m'aide à gérer toutes mes prises de rendez-vous, à gérer ma partie administrative. Donc, j'essaie de me rattacher à des personnes avec qui j'ai un sentiment de partage et d'appartenance autour de mon entreprise. Mon chum est aussi parfois à l'écoute, mais lui-même aussi sa carrière en parallèle qui lui prend beaucoup de temps. Et puis, c'est important qu'on s'investisse aussi chacun de notre bord. Mais c'est vrai que l'entrepreneuriat, quand tu es seul, même si tu as le sentiment d'être libre, ben finalement, tu as quand même des moments où tu te dis j'aimerais quand même qu'il y ait quelqu'un qui me challenge ou qui me dise peut-être que tu n'es pas en train de faire la bonne affaire ou quand tu es en train de procrastiner, là, parce que ça arrive aussi la procrastination, là, de se dire là, je ne sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Tu regardes des affaires, tu commences à taper un truc, puis tu te dis non, ça ne me tente pas. Puis quelqu'un qui va dire hey, come on a décidé qu'avant la fin de la journée, on envoie tous les rapports de suivi des consultations, tu fais toutes les factures, tu fais tous les machins. Bon. C'est sûr que des fois, avoir une équipe, ça peut manquer. Puis c'est ce vers quoi je suis en train de m'orienter dans le développement de mon entreprise, justement, c'est de me bâtir un centre avec du monde pour m'accompagner dans toute cette nouvelle aventure. Oui, parce que c'est beaucoup de pression, hein, souvent, parce que moi, quand je suis partie à mon compte aussi, j'étais seule. Puis moi, un stress que j'avais, moi, j'ai toujours le stress d'être malade. Moi, c'est comme, c'est ce stress-là. Fait que là, si je tombe malade, mes clients, ils vont faire quoi? Je peux pas travailler pendant une semaine, je peux pas travailler pendant quelques jours, tu sais. J'aimais pas ce côté-là de... Puis là, tu peux prendre des vacances, mais là, si quelqu'un t'appelle, s'il y a une urgence, tu sais, ça arrive, là, tu sais, même toi, dans ton domaine, on en parlait l'autre jour, mais tu sais, t'avais un chien qui avait besoin d'une nouvelle famille, roche, tu voulais t'en occuper. Tu sais, des urgences, on en a. Fait que c'est vrai que d'avoir une équipe, ben, t'as l'impression, des fois, de supporter un peu tout ça, des épaules, là, répartir la charge, la pression sur d'autres épaules, ça peut être bien, effectivement.
Exact. C'est vrai que je relativise beaucoup parce que je sauve pas des vies non plus, là. Tu sais, tu sais, c'est pas comme si j'étais le seul à savoir faire une intervention d'implantation cardiaque bien spécifique et que si je suis pas là, il y a personne. Ouais. Je sais que je sauve pas des vies, mais j'ai à cœur que mes clients puissent obtenir le service pour lequel ils m'ont fait confiance. Fait que c'est sûr que Ouais. je me mets automatiquement la pression par l'envie de répondre favorablement et de manière le plus de qualité possible à mes clients. Donc, je me fais un point d'ordre de rendre finalement ce qui n'est pas urgent, urgent finalement. Fait que là, si on revient, donc pension, tu te rends compte que tu aimes ça, tu décides finalement de te lancer à ton compte. C'est quand que tu offres le service de coach, là, coach pour humain et tout, c'est quand que tu décides de... En même temps que tu te lances à ton compte, comment? Ben, en fait, non, c'est pas passé de même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu que j'avais pas ma pension, que je l'avais pas lancée comme je la voulais, parce qu'il y a eu plein d'événements, comme je t'ai dit, qui se sont passés dans ma vie, ben, je me suis dit comment je peux continuer à garder un contact avec le secteur animalier, puis quand même continuer à développer des habiletés à ce niveau-là. Puis là, je me suis dit, ben, écoute, j'en ai appris pendant quelques années avec les chiens sur le comportement humain, mais faut peut-être que je l'apprenne de manière vraiment formelle. Ça me prend vraiment de l'apprendre avec des professionnels, avec des vétérinaires, des biologistes, des éthologues, d'autres comportementalistes. C'est quoi vraiment le comportement canin? Parce qu'éventuellement, je pourrais accompagner les familles à elles-mêmes être plus en contrôle de leur chien. Donc, j'ai décidé de suivre des formations. En parallèle de ma job tout le temps. Pour l'instant, j'étais encore... Puis, tranquillement pas vite, ben, j'ai commencé à me lancer, à faire, OK, je vais faire ma première consultation, voir ce que ça va donner. Au pire, je vais m'écraser comme une marde, mais c'est pas grave. Regret. J'aurai juste un remords. Pas de regret. Je vais le faire pareil. J'ai rien à perdre anyway, ma réputation, mais en même temps, si ça ne doit pas marcher, ça ne marchera pas, c'est pas grave. Ça s'est super bien passé, la première rencontre. Puis la deuxième, ça s'est très bien passé. Puis la troisième. Puis moi, j'ai pris du plaisir. Puis j'ai suivi des formations qui m'ont... À un moment donné, je me suis retrouvé dans une formation de Jean Lessard. Jean Lessard, il a eu une émission pendant un moment sur Télé-Québec qui s'appelle On s'aime en chien, qui est un éducateur canin qui m'a formé en grande partie. Et un jour, je me suis retrouvé dans un de ses cours et je me suis dit, maudit, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que j'accompagne les gens à mieux comprendre les chiens, puis par la bande, aider les chiens à s'assurer d'avoir toujours une bonne famille, puis de s'assurer qu'il n'y ait jamais de problème de problèmes relationnels entre un chien et un humain. Résultat des courses, je me suis dit, OK, lance-toi, regarde ce que ça donne en parallèle de ta job. Toujours la première peur, hein, quand tu te lances à ton compte, veux pas, c'est je vais être capable d'être autonome financièrement parce que là, une fois que tu te lances à ton compte, c'est la peur de ne plus pouvoir gagner de l'argent finalement. Donc, tu le fais, puis d'un seul coup, je vois que, pas d'un seul coup, c'est pas fait d'un seul coup comme ça, genre le lendemain, oh mon Dieu, je suis plus capable, mais en l'espace d'un mois, 2 mois, là, j'ai commencé à voir que j'avais de plus en plus de difficultés à assurer mon service auprès de mes clients au Russes et assurer également mon service auprès de mes clients de la firme pour laquelle je travaillais en tant que conseiller en développement organisationnel. Là, c'est posé un choix, moi. C'est se dire, moi, je suis quelqu'un d'assez entier finalement. Je ne peux pas faire les choses en demi-mesure d'un bord ou de l'autre. C'est où je décide de dire, ben, tant pis, j'ai peur de me lancer, puis je vais continuer à faire ma job avec ma firme, ou alors je lui donne 100% de mon cœur, 100% de mon énergie à Horus. Et cette décision, grâce à un coaching qui m'a aidé quand même, j'ai quand même été coaché par des personnes, j'ai une petite équipe qui m'a aidé à travailler là-dedans pour voir la faisabilité. Vraiment, oui, j'ai pensé avec mon cœur, mais je me suis aussi quand même assuré de 2-3 affaires pour pas faire ça quand même genre en mode improvisé non plus. Évaluer l'opportunité d'affaires, etc. Puis, une fois que j'avais quelques réponses, pas toutes les réponses, parce qu'on n'a jamais toutes les réponses quant à savoir est-ce que tu fais vraiment le bon choix, est-ce que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Tu ne le sais jamais vraiment finalement. Mais une fois que j'en ai eu une quantité suffisante pour me dire, OK, je pense que tu devrais le faire, lance-toi là. Comme tu me l'as fait remarquer, j'ai une fois de plus écouté un petit cœur ainsi ou quelque part ici, j'en sais rien, peu importe. Et là, j'ai décidé de me lancer à 100%. Et à date, je pense que c'est là, après avoir décidé de me marier avec mon chum, après avoir décidé de venir au Québec, ou avant, je ne sais pas. En tout cas, peu importe. Le fait de me lancer à mon compte, ça a été une troisième belle décision que j'ai prise dans ma vie finalement. Tu parlais de ça, de t'entourer. Comment tu développes ton réseau? Est-ce que tu fais deux choses? Il y a le réseau un peu se faire coacher, se faire aider comme entrepreneur pour ton entreprise, mais aussi développer le réseau de clients. Là. Comment tu t'y prends pour les deux volets? Alors, en fait, pour mon développement
professionnel, entreprise, je travaille avec, enfin, je suis membre d'un réseau, c'est le groupe Réseau Actif en un sens, mais c'est un réseau comme il en existe plusieurs en un sens. Hein. Puis celui-ci, je me suis retrouvé là-dedans. Et il en existe de très bons en fonction du profil de chacun, en fonction de ce que chacun recherche. Pour l'instant, celui-ci m'apporte ce que moi je recherchais dedans, ce qui m'a permis de pouvoir rentrer en contact avec des professionnels de plusieurs niveaux qui m'ont permis justement de me supporter dans certaines initiatives comme la mise en place d'une campagne de promotion de mes services au lancement, c'est-à-dire vraiment qu'on me fasse connaître. On a mis en place des moyens avec des vidéos, on a créé, on a redynamisé la page, on a retravaillé sur mon site Internet, on a fait des choses qui étaient pas plus professionnelles en un sens, enfin en tout cas plus claires. On a travaillé également sur des outils de gestion des CRM, donc de gestion client, puis toutes ces dynamiques-là. Ça, c'est pour le volet. Puis, bien sûr, je suis présent pas mal sur LinkedIn aussi, parce qu'avant, j'avais quand même bâti un bon réseau d'affaires aussi. Puis, ça, c'était important toujours d'être entouré par des gens à ce niveau-là. Et pour mon réseau client, en final, ben, j'ai travaillé beaucoup et exclusivement sur une seule plateforme. C'est pas mal Facebook. Mais ce qui s'est passé de fil en aiguille, puis ça, je suis chanceux pour ça. Alors, je sais pas si je suis chanceux ou si c'est un peu c'est que le bouche à oreille fait que présentement, je touche du bois, hein, mais j'ai pas besoin nécessairement de faire de travail proactif en termes de communication. Mais j'en fais quand même parce on sait qu'on peut jamais garantir que tout ça va rester périn dans le temps. On n'est jamais non plus à l'abri d'avoir une mauvaise note et on sait que même si tu as eu 25 000 belles étoiles avant, là, il en faut une et puis elles vont te les ternir tout de suite. Je suis toujours très proactif sur les réseaux. Je continue à travailler pour partager de l'information. Je vais continuer à travailler moi aussi. Je fais souvent des lives comme ça pour faire de l'information. Donc, je vais continuer à le faire. Et c'est en me faisant connaître de cette manière-là, tranquillement, pas vite, que les gens ont pris confiance en moi. Puis mon approche est un peu différente aussi, puisque, comme tu l'as dit, je suis coach pour humain en comportement canin. Moi, je ne travaille pas nécessairement avec le chien. Si je vais travailler avec le chien pour montrer à l'humain, ton chien est capable de faire plein de choses, tu as vu qu'il est capable. Donc, ce n'est pas le chien qui n'est pas capable. C'est nous qui devons après nous adapter pour montrer que nous-mêmes, en fonction de ce qu'on va mettre en place, on va être capable de faire exactement la même chose avec notre chien finalement. Et, non, c'est des réseaux, on va dire des réseaux qui sont complémentaires, distincts aussi, parce que GRA, par exemple, dont je te parlais tantôt, c'est un groupe réseau qui fonctionne beaucoup avec Facebook aussi, donc tout est pas mal. Facebook reste quand même pas mal ma plateforme de communication, LinkedIn un peu aussi. C'est vrai qu'il faut le cibler en fonction. Je sais que j'ai commencé à vouloir faire un peu de TikTok aussi, parce que je me suis dit, tiens, on va toucher une nouvelle population, les jeunes, là. Mais je sais que TikTok, si tu fais pas de la danse du ventre, des affaires de même, tu sais, ça passe un peu moins, là. Tu sais, quand tu viens faire un peu de trucs, genre, où il faut trouver une tournure. Mais là, je suis en train de réfléchir aussi, justement, au niveau stratégique, comment je pourrais donner un petit côté un peu plus groundé à l'éducation canine pour toucher la population des plus jeunes. Mais sur TikTok, tu viens pas faire un cérémonial sur comment gérer ton chien en 2 minutes 30. Là, c'est de la vidéo qui dure 25-30 secondes. Et puis, en 30 secondes, il faut que tu aies balancé ton contenu. Donc, ça aussi, j'ai réfléchi là-dessus. Ah, c'est bon. C'est quoi, à date, ton plus gros défi en étant entrepreneur? Mon plus gros défi, c'est de me trouver à tous les jours le courage de faire de la job que j'ai pas envie de faire. C'est pas aller voir les clients. Je passerai mes journées à aller voir les clients. Mais on le sait que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas que ça, malheureusement. Si on pouvait juste faire que ça, le jour où j'aurai peut-être une équipe qui permettra de vraiment tout prendre ce que j'ai vraiment pas envie de faire, mais ça encore là, c'est pas possible. On fait toujours des choses qu'on n'a pas envie de faire. Non. Mais c'est de trouver à moi-même le courage de dire, Christy, tu as ça à faire, Christophe, ça fait 3 jours que tu l'as repoussé. Tu peux pas faire ça, là. Tu vas faire perdre du temps à tout le monde. Fais-le. Et ça, de me donner ce coup de pied-là, c'est mon défi de tous les jours. C'est-à-dire vraiment de ne pas procrastiner sur des choses pour lesquelles il faut que je me mette, il faut que je le fasse parce que pour l'instant, j'ai personne d'autre pour le faire que moi-même. Fait que ça, c'est mon gros défi. Puis, il y en a quand même un deuxième qui est important, enfin, pour moi, qui est important aussi, c'est de me réinventer. J'ai toujours peur que quand je me trouve un positionnement où je fais quelque chose, aïe, on va s'enlacer, il faut que je passe à une nouvelle. C'est toujours de me dire comment je continue à exister dans ce monde-là, en un sens, c'est-à-dire toujours de me réinventer. Et ça, c'est une réflexion qui tourne en permanence. Parce que dans le secteur canin, on le sait, il y a une offre de plus en plus grande qui se fait parce qu'il y a eu de plus en plus de gens à adopter des chiens, donc de plus en plus d'opportunistes à vouloir offrir des services en lien avec le secteur canin. On n'a pas que des passionnés, mais on a des vrais passionnés aussi, et heureusement d'ailleurs.
Et comment aujourd'hui on fait la différence dans tout cet univers-là pour le lambda qui cherche désespérément à être accompagné? Ben, ça aussi, c'est mon défi de tous les jours. C'est comment je me positionne pour m'assurer que Ouais. je fais passer le bon message aussi, puis que, Ouais. et qu'avec Ben, moi, même mais moi, j'aime beaucoup ton approche, comme tu dis, le fait que tu coaches l'humain, puis même, tu sais, dans notre relation qu'on a quand tu me parles, ben, c'est sûr que je sens un gars intelligent qui comprend l'humain, puis c'est comme encourageant. Tu sais, t'es pas juste... il y a sûrement des dresseurs ou peu importe là, qui sont très axés animaux, mais qui ont peut-être pas la même tu sais, facilité à agir avec justement le propriétaire, le maître du chien. Fait que moi, je trouve que ça, tu l'amènes bien, puis tu l'amènes la réflexion d'avoir la constance, de prendre notre responsabilité. Fait que je pense que c'est des points super importants que tu as. Moi, je pense que c'est des forces. Là. Puis ça m'a surpris, moi, au début, quand on a fait affaire ensemble, ce volet-là, là, que oh! C'est tu mon cours de t'attendais à... dressage à moi. C'est vrai que les gens, quand ça arrive, ils s'en tiennent parce que moi, la plupart du temps, les gens, quand ils m'appellent, ils vont me dire, bon, là, moi, ça va plus avec mon chien. Là, il faut que, je sais pas comment tu vas le dresser, là, mais là, ça, il fait pas correct, ça, il fait pas correct, ça, il fait pas correct. Puis en final, tu te rends compte que quand tu rentres dans la maison, puis que tu arrives à interagir avec le chien, là, les gens, ils vont interagir avec le chien et puis ils disent, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Toi. C'est pas mon chien, ça. C'est pas mon chien. Je dis, si, c'est ton chien. Tu sais, je l'ai pas transformé. Je l'ai pas, t'as bien vu. Je t'ai pas, c'est toujours le même quand même. C'est juste peut-être la personne qui est devant qui fait que c'est pas la même réaction. Fait que moi, la première étape que je veux montrer aux gens, c'est d'abord leur dire, votre chien, il a une certaine capacité à faire les choses. Comment moi, maintenant, je vais vous apprendre à le faire. Vous ne comparez même pas à moi. C'est mon métier. Je fais ça 50 fois par jour. Il n'y a pas à comparer de rien. Heureusement, d'ailleurs, il y a des gens comme vous qui avez le courage de prendre les choses en main Ah, puis là, il aussi. ne faut pas oublier que tu te baignes dans de l'huile de senteur odorante Exact. bonne pour les chiens. Là, Exact. Je m'en mets plein sous les bras. Comme ça, moi, je fais ça. Puis tu sais que j'arrive avec ma boîte de gâterie. Là, puis je marche même à 4 pattes par moment. Puis parfois, je branle la queue. On va pas aller là. On va Fait pas. on va Mais pas là. ouais. Fait que, Non, oui, tu as raison que c'est ça, c'est vraiment ça. C'est que oui, le chien, j'ai appris à le découvrir, j'ai appris à le connaître. Pendant que j'avais ma pension, j'en ai vu plus de 300 interagir. Ils m'ont formé sur plein de choses, sur des patterns, des façons de fonctionner, des choses, des interactions en groupe, seul, à deux, à trois, en triade. Maintenant, il fallait que je mixe un peu ce que j'avais appris. J'ai appris des choses de l'humain, j'ai appris des choses du chien. Il faut que je mixe les deux finalement. En fait, ça va être ma force. J'ai conseillé en gestion de changement, donc il faut que j'accompagne les gens à changer. Mais on sait que pour changer, surtout quand c'est des habitudes inconscientes, il faut d'abord qu'on en prenne conscience, qu'on fait des choses qui ne sont pas des fois. Et ça, c'est un processus qui met du temps. Puis comme on dit, avec le changement, puis là, je ne vais peut-être pas aller jusqu'à ces niveaux-là pour le chien, mais avec le changement, dans certains cas, vient des enjeux de souffrance aussi. Puis ça vient nous chercher sur nous aussi en disant, Christy, c'est en train de me refléter des choses que moi-même, dans ma vie, ben, ça me rentre dedans. Ouais. Et puis, en final, je vois que ça se répercute sur comment je me comporte avec mon chien lui-même. Je me confie. Tu me donnes le goût de me confier. Mais vas-y. Non, mais tu as vraiment raison là-dessus parce que moi, je suis une fille très, très en confiance en moi, en affaires, tu sais, tout ce qui est business, très confiance en moi. Puis en amour, j'ai peu de confiance en moi, puis j'ai besoin d'être beaucoup rassurée. Puis quand j'ai eu mon chien, je me suis rendu compte qu'une des premières choses que j'ai demandé à mon chien, c'était « M'aimes-tu? » Je me suis entendue là, le demander, puis j'ai fait « Oh my God! » Tu sais, ça m'a allumé sur vraiment un trait de personnalité que j'avais, de me dire « Garde, apprends à voir... » J'ai réfléchi à ça, j'ai fait « Apprends à voir les gestes que mon chien fait, qui demande qu'il m'aime, puis applique-les aussi dans ta relation amoureuse. Tu sais, mon prochain chum, là, actuellement, je suis en couple, mais tu sais, à l'époque, j'étais célibataire, mais mon prochain chum voit aussi les gestes qu'il va faire. Fait que ça a été super bon. J'ai adoré, moi, cette réflexion-là. Fait que c'est ça aussi, hein, c'est ça un peu que tu disais. Quand tu es propriétaire de chien, j'avoue que t'apprends de cette interaction-là quand même. Ouais. Exact, parce qu'eux, ils sont vraiment entiers, là. Tu sais, ils mentent pas, là. Tu sais, il y a pas de, puis t'envoies pas dans des réflexions métaphysiques, pas trop. C'est des choses très simples en lien avec soi-même. Comme tu dis, comment on s'assure qu'un chien, il nous aime ou il nous aime pas? Et puis un chien, ça nous aime-tu d'abord ou ça nous aime-tu pas d'abord? Ou c'est-tu intéressé? C'est-tu pas tout le temps intéressé? C'est quoi? Ben, un chien, ça développe un système affectif comme nous. Là, ils ont un cerveau mammalien, là, un cerveau limbique comme nous, donc ils développent aussi des émotions. Et oui, un chien, ça aime, ça s'attache, ça a une figure de référence. Et moi, je peux te dire, par exemple, et là, je te fais tu le sais parce que je le vois comment vous interagissez. Eddie, il t'aime et pas à peu près. Puis il a trouvé sa place chez lui, vraiment. Et on sent qu'il aime ça. Puis
Puis le côté léger que tu as parfois, même dans le process d'éducation, ça fait partie de ton trait de qualité, mais ça fait partie aussi du chien, parce qu'on voit que le chien, il aime aussi avoir ce côté, oui, il faut de la rigueur, mais parfois, il faut savoir aussi se l'approprier. Et toi, tu te l'appropries comme ça te parle. Puis c'est ça aussi, c'est comme ça qu'on reste dans le changement. C'est à partir du moment où on change de manière à ce que ça nous parle à nous, finalement. J'avoue. Super intéressant. Je veux tomber dans ta vie un peu personnelle. Là, tu es à ton compte et tout. As-tu de la misère à décrocher ou depuis que tu es à ton compte, tu penses beaucoup à ton entreprise puis tu as de la difficulté? J'arrive pas à décrocher. En fait, j'arrive pas à décrocher pour la simple et bonne raison, c'est que la plupart de mes clients, quand on a fait affaire ensemble et puis qu'on continue à se faire du suivi, je leur demande d'amis sur Facebook, mais pas sur ma page personnelle, sur mon profil, pas sur ma page professionnelle, pardon, mais sur ma page personnelle. Puis je crée des groupes en général, puis ils peuvent m'interpeller quand ils veulent. C'est ça aussi que je veux leur offrir, c'est ce niveau de proximité-là. Maintenant, le revers de la médaille en offrant ça, c'est que mon Messenger, il bip en permanence et il y a sans cesse régulièrement des demandes. C'est normal, je leur offre cette possibilité-là, je veux qu'ils puissent y avoir accès. Mais à côté de ça, ça veut dire que le soir, quand je suis en train d'écouter un film ou je ne sais pas quoi, ou que je suis en soirée avec mon chum ou au restaurant ou whatever, je vais avoir souvent mon Messenger qui va tourner. Puis moi, là, je ne suis pas capable de faire genre, bon, OK, on laisse ça, là, c'est correct, ils peuvent attendre. Là, ils ne vont pas se faire bouffer par leur chien quand même. Bon, ils vont pas se faire bouffer par ils vont pas se faire ils vont pas quand même, ils vont pas ils sont pas fait bouffer. Non, ils sont pas fait bouffer. Bon, non, c'est bon, ils sont pas fait bouffer par leur chien. Ouais, mais quand même, là, c'est important, il faut que je réponde quand même. Là, laisse-moi 2 minutes, ça va pas être long. Regarde, tu vas voir, tac, 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 tac. OK, c'est fait. Ouais. C'est fait. Oh. Ding, ding. Oh, tu penses qu'ils ont compris ce que j'avais répondu? Ah, maudit. Non, c'est pas grave. Anyway, ouais, mais juste pour être sûr. Bon, OK. Et voilà, ça part de même. Et puis non, j'ai de la misère. J'ai de la misère à fermer la clé de la maison parce que mon bureau, là, qui est là, il est dans mon séjour, dans un grand séjour ouvert. Fait que je peux même pas l'enfermer pour dire c'est fini. Mon chum est notaire, donc lui, il a un bureau fermé. Il a ce privilège parce qu'il y a des choses confidentielles que je peux pas. Moi, j'ai rien de confidentiel ici. Tout est ouvert. Fait que même au niveau de la disposition de notre maison, mon entreprise avec est dans la face en permanence. Fait que non, je décroche pas. J'arrive pas. Y a-tu des activités des fois que tu fais qui vont te permettre de décrocher quand même? C'est quoi? Je boxe. Je fais du kung-fu. Je fais beaucoup de sport. J'essaie vraiment c'est une manière pour moi de me vider à fond. Là. Je fais beaucoup d'activités de ce type-là. Fait que à partir du moment où je mets mes camps de boxe, ou à partir du moment où je vais faire du kung-fu, ou à partir du moment où je vais faire du vélo ou quoi que ce soit, là, à ce moment-là, j'essaye vraiment, de m'enlever toute de la tête. Mais c'est compliqué. C'est compliqué pareil parce que, tu sais, c'est pas comme si tu avais une espèce, je sais pas comment on pourrait se créer une espèce de petite armoire que tu fermes à clé dans ta tête, puis là, tu dis, OK, là, c'est fermé, comme quand tu fermes une entreprise et puis que un restaurant, par exemple, ton restaurant, quand il est fermé, il n'y a plus de clients, là, c'est fait, là, c'est fermé, il n'y a plus personne qui rentre. Ben, moi, le service que j'offre, il ne me permet pas de faire ça présentement. Mais il faudrait que je trouve en fait, c'est pas vrai. Je pense que c'est toi, c'est toi qui est trop, qui te le permet pas. Parce que ça se comprendrait très bien que tu dises à tes clients, vous avez le droit de me texter ce Messenger, faites-les, mais je vous réponds les heures ouvrables. S'il y a une urgence, ben au pire, là, tu donnes ton numéro de téléphone ou autre. Fait que là, toi, tu sais que, regarde, il n'y aura pas d'urgence. Je prends mes messages dans les heures ouvrables, puis ça s'arrête là. Tu pourrais te l'imposer, cette discipline-là, si tu ne le fais pas. Absolument, tu as raison. Là, tu viens me chercher bien profond dans mes failles à moi, puis dans mes fameux défis, justement, la capacité parfois. Oui. Mais en fait, c'est important parce que c'est tellement un enjeu de santé mentale, de stress, de dépression, de burn-out, les entrepreneurs. Fait que moi, je pense que c'est important. Puis moi, je parle toujours de l'aspect équilibre dans mes podcasts parce que je veux sensibiliser les gens beaucoup là-dessus. Donc, non, moi, c'est ma recommandation du jour, Christophe. Puis, non seulement je te remercie, Sylvie, de le faire, puis en plus, regarde, j'ai pris action pour vrai parce que la semaine prochaine, je vais m'enfermer dans le bois pendant 48 heures. Je pars sans cellulaire, sans rien, sans mes chiens, sans personne. Je pars juste tout seul avec moi-même parce que justement, j'ai besoin de voir un peu où ce que j'en suis rendu, comment je veux que les choses prennent forme après. Puis la semaine suivante, la semaine du 18, j'ai bloqué mon agenda pour
pour les rendez-vous clients, dans un sens, c'est-à-dire je ne prends pas de rendez-vous clients, mais je vais mettre en place le plan de match que j'aurais réfléchi pendant ma petite retraite, là, parce que j'ai l'impression que j'ai des choses qui avancent pas comme je voudrais que ça avance. Mon projet de centre, il avance pas à la vitesse à laquelle à laquelle je voudrais qu'il avance. Fait que je sens qu'il y a des choses que je me bloque, et peut-être justement, comme tu le dis, par mon incapacité à fermer les choses pour me dire, OK, là maintenant, mettre tes limites. Laisse la partie client et concentre-toi sur ton projet. Anyway, tu sais que ton projet va te permettre d'apporter encore plus de services à tes clients finalement, puis de manière encore différente. Fait que prends le temps de le faire. Je n'ai pas été capable jusqu'à présent. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre un coup de frein à main. Donc, à partir de la semaine prochaine, je vais me consacrer un peu plus à moi-même. Donc, tu vois, j'étais dans ton esprit au moment même avant que tu me le dises. Je savais déjà que tu allais me le dire probablement. C'est bon. Hey, le temps file, mon cher. Y a-t-il un point que tu voulais justement aborder pour finir, qu'on n'a pas abordé, que tu trouverais ça intéressant? Non, mais je voudrais te remercier pour l'émission que tu fais parce que j'ai appris à découvrir. Je suis allé voir sur ta YouTube channel finalement. Après, là, je suis allé parce que je suis allé voir les. Je trouve que c'est important d'avoir des interventions comme tu fais parce que je trouve que c'est inspirant de s'entendre les uns les autres parce que finalement, on se rend compte qu'on est confrontés plus ou moins tous au même problème et ça fait pas de nous donc des personnes qui sont ou moins compétentes pour devenir entrepreneurs ou autres. Ça fait juste que ça fait nous des humains qui sont face à des décisions. Et puis, vu que l'humain est imparfait, les décisions vont l'être tout autant aussi. Puis il faut apprendre à vivre avec ça, puis c'est correct. Et le fait d'avoir des tribunes comme la tienne où des personnes peuvent s'exprimer et exprimer justement ces enjeux-là, veut pas, ça apporte énormément. Fait que je te remercie vraiment infiniment pour toute la communauté des entrepreneurs d'avoir cette initiative-là. Ça a fait chaud au cœur d'aller je suis allé les voir juste avant pour voir un petit peu c'était quoi le ton. Et puis, merci d'avoir ces moments-là pour nous autres. Ça me fait plaisir. Pour ceux qui aiment justement le podcast aujourd'hui, n'hésitez pas justement à vous abonner à la chaîne YouTube du Canada's Podcast. Vous pouvez aussi nous suivre sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast. Donc, on est vraiment... Et moi, je reprends. Donc, il va y avoir plusieurs podcasts qui vont sortir au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Effectivement. Puis moi, c'est ça que j'aime aussi. J'adore... Parce que chaque entrepreneur a quand même sa vision. Des fois, ça se contredit entre invités. Tu sais, c'est ça qui est le fun aussi parce que c'est correct de ne pas tout être pareil et pas être rendu au même stade. Tu sais, comme on parle de l'équilibre travail-famille, bien, souvent, les jeunes entrepreneurs ont de la misère, vont moins croire à ça, même que c'est possible. Des entrepreneurs un peu plus âgés vont dire c'est nécessaire. Tu sais, fait que ça l'aide vraiment, je trouve, cette réflexion-là. Puis, c'en est une parmi tant d'autres. Puis, tu sais, des fois, on se met des propres barrières aussi. Tu sais, comme j'avais interrogé le président Martin Cousineau de Horaise. Lui, il fait des prothèses auditives et pendant la pandémie, il a commencé à faire ses tests d'audition et tout en ligne, avec des achats en ligne, avec une clientèle de 60 ans et plus. Et quand j'ai entendu cet entrepreneur-là parler, je me dis, des fois, on se met tellement des limites qu'il n'y en a pas de limite. Là. Fait que, c'est ça le réseau d'échange, effectivement, d'écouter d'autres entrepreneurs. Fait que, mais c'est super intéressant, Christophe. Moi, je suis sûre que les gens vont avoir aimé. Et pour te suivre, donc, page Facebook, si les gens veulent faire affaire avec toi? Ils peuvent aller sur Facebook avec Service aux Russes. Vous verrez le petit logo. Là. C'est pas compliqué de ça. Puis, ça me fera plaisir d'interagir avec tous les gens qui ont des questions, que ce soit sur le secteur du chien ou même de l'entrepreneuriat par rapport à mon petit parcours. Parfait. Bien, merci encore et à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute et à la prochaine aussi. Au revoir.